Donc, bonjour à tous. Donc, juste avant d'aller manger au Clever Cloud Fest, j'ai le plaisir de recevoir Maître Jean-Baptiste Souffron Bonjour, du cabinet FWPA. c'est ça, Euh, c'est chez moi. euh, Jean-Baptiste, rapidement, est-ce que tu peux te présenter? D'où est-ce que tu viens d'un point de vue juridique assez rapidement? Et ensuite, on va parler du nouveau cadre d'échange de données et de comment la GDPR est remise en cause ou non par les actions de Donald Trump récemment entré à la Maison Blanche. Oui, bah, moi je suis avocat depuis 2006 et j'ai été notamment, je me suis longtemps occupé de la fondation Wikimedia, qui est dite Wikipédia, de beaucoup de logiciels libres, beaucoup de logiciels libres et de contenu libre en général. Puis après, j'ai été le conseiller du ministre de l'Industrie sur l'économie numérique et puis le secrétaire général du Conseil national du numérique. Et ça fait déjà quelques années, en fait, que plusieurs années, de nombreuses années, que je m'occupe d'activisme judiciaire sur ces questions de liberté et de numérique. Je crois me souvenir qu'une des premières fois où on avait monté quelque chose, c'était pour forcer les ordinateurs qui étaient vendus avec des Windows préinstallés à essayer d'obtenir des remboursements. Ça n'a pas forcément marché comme prévu, mais ça a marché d'une certaine façon, puisqu'aujourd'hui c'est plus facile d'installer autre chose sur un ordinateur que ce que c'était autrefois. Tu veux dire de la ventile chez Microsoft? De la ventille. C'est bizarre. Et ils font toujours ça? Eh ben, il faut croire que c'est pas terminé. Euh, Aujourd'hui, tu es notamment avocat d'un certain nombre de groupements, donc l'Evercloud fait partie, mais également moi en personne physique. On vient de perdre une affaire au Conseil d'État. Est-ce que tu peux expliquer brièvement l'affaire qu'on a perdue et comment on va la faire vivre, cette affaire-là? Déjà, il faut comprendre que quand on est sur ce genre de sujet, et c'est pour ça que je mentionnais la Ventelier, c'est des sujets qui sont nécessairement au long cours. Max Schrems, qui est intervenu, qui a eu deux décisions très importantes en matière de transfert de données au niveau transatlantique, explique très bien que avant d'obtenir une décision, en fait, on perd de nombreuses fois, on revient, on se remet au travail, on réattaque par un autre angle, on complète, on continue, etc. Le problème de fond, c'est que aujourd'hui, la plupart des acteurs américains, mais pas que, il y a d'autres pays où c'est le même souci, ne sont pas capables, tous les États du monde, si vous voulez, veulent dans certaines conditions pouvoir accéder aux données des entreprises, des usagers, pour faire des enquêtes, pour faire travailler leurs services secrets, pour tout un tas de raisons. En règle générale, ce qu'on demande, c'est que ça soit fait dans un cadre et que les gens qui sont visés de cette façon puissent se défendre et expliquer qu'on n'aurait pas dû regarder, que ça a été fait de façon illégitime, que, bref, faire respecter l'état de droit et pouvoir se défendre contre des administrations qui, même si elles sont plus importantes qu'eux, plus fortes, vont devoir quand même s'expliquer face à un tiers autonome et indépendant, en général un juge ou plusieurs, pour dire bah oui, en fait, on a mis un tel sous surveillance et on a accédé à ces emails, on a accédé aux données, on a accédé à ceci pour telle raison, dans tel cadre. Vous voyez, c'était légitime. Voilà. La difficulté, c'est que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, ce contrôle de l'action de l'État n'est pas assuré de façon indépendante. Il s'agit, notamment pour ce qui concerne les États-Unis, en fait, les personnes qui sont en charge de ce contrôle sont nommées directement par le Department of Commerce, me semble, je crois que c'est le Department of Commerce, oui, et ne sont pas indépendants, ce qui fait qu'un citoyen européen qui se retrouverait surveillé par les États-Unis, même si c'est de façon légitime, même si, en fait, il n'a pas le droit de faire contrôler que c'est de façon légitime. Et il ne pourra pas y arriver. Or, une des règles principales du RGPD, une des règles principales, mais je veux dire, c'est même au-delà du RGPD, en fait. C'est qu'on demande qu'il y ait une espèce d'égalité des armes ou au moins de miroir dans le traitement des choses. On essaie de faire en sorte que chacun soit traité de façon égale. Si on s'échange, si on décide de faire c'est vrai pour tous les traités internationaux. Si on fait un traité de commerce, on va essayer de s'arranger pour que ça soit équilibré. Si on fait un traité politique, on va s'arranger pour qu'il soit équilibré.
d'une certaine manière, quand on décide d'autoriser le transfert de données entre les deux rives de l'Atlantique, ben, là aussi, on demande à ce que ça soit équilibré. Or, à ce jour, ça n'est pas équilibré. Et c'est pour ça que Schrems a réussi par 2 fois à faire sauter les traités qui avaient été passés entre l'Union européenne et les États-Unis, précisément sur ce point-là, en disant non, en fait, il y a un problème de déséquilibre, c'est qu'un citoyen européen qui serait victime d'une surveillance illicite ou manipulatoire n'aura pas la possibilité de se défendre aux États-Unis, ni comme un citoyen américain pourrait le faire aux États-Unis potentiellement, encore que, mais surtout pas comme il en aurait le droit en Europe. Et dans ces conditions, les traités ne peuvent pas fonctionner. En fait, ils ne sont pas équilibrés. C'est ça le principe de base. Alors, à chaque fois, l'Union européenne, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, l'Union européenne revient avec de nouveaux dispositifs, et à chaque fois, ces dispositifs mettent en place des contrôles qui sont de plus en plus complexes, mais qui ne sont toujours pas autonomes et indépendants. Il n'y a pas d'équivalent de la CNIL qui surveillerait ça. Il n'y a pas d'équivalent, je ne sais pas moi, des différentes instances. Là, actuellement, ils sont en train de désigner le nouveau responsable des données personnelles pour l'Union européenne. Je crois même qu'il a été désigné. Non, c'est ça, c'est encore en cours. Oui, ça, c'est le fameux et justement, c'est un TPS. C'est le sujet, et là, le gros sujet, c'est que... Quand je dis qu'il a déjà été désigné, c'est qu'il y a quand même un candidat qui se détache, c'est pour ça. Oui, voilà. Mais qui n'est pas le bon. Voilà. Je me garderai de t'exprimer un avis tout de suite, mais voilà, il y a un sujet là-dessus. Et donc, bah, au fond, Max Schrems avait lancé ses projets en Autriche. Ça a fonctionné, mais on peut les lancer dans n'importe quel pays européen. Et donc, il y a tout un groupe d'entreprises, d'associations et de particuliers français qui se sont dit qu'en réalité, ces règles, on allait les faire respecter devant le Conseil d'État. Notamment en ce qui concerne le choix qui a été fait par une administration qui s'appelle le Health Data Hub, qui est supposé monter une grande plateforme d'échange de données de santé, de monter un partenariat avec la société Microsoft. Et c'est toujours intéressant parce que dès qu'on commence, immédiatement, dès qu'on met le pied dans la fourmilière, immédiatement, les informations commencent à arriver. Vous avez des choses qui ne sont pas publiques qui vous arrivent tout d'un coup. Vous avez des détails des contrats. Vous allez mieux comprendre la manière dont ils ont été négociés. Vous allez, au fur et à mesure, regarder la façon dont les choses se passent, etc. Et puis, vous allez, de toute façon, devant des gens du Conseil d'État qui, là, bon, pour ce coup, ont décidé que dans la mesure où c'était limité dans le temps, parce que c'est censé durer que 3 ans, et dans la mesure où, malgré tout, Microsoft était justement certifié HDS, comme Clever Cloud aujourd'hui, eh bien, ça offrait, même si c'est pas exactement les protections qui sont prévues dans le RGPD, ça offrait des protections suffisantes et qu'il n'était pas nécessaire de remettre en cause et d'annuler le contrat sur ces bases. Bien évidemment, on a un peu l'impression qu'on est en train de construire une exception au principe à coup de burin pour essayer de dire bon voilà, on va faire quelque chose qui va quand même, voilà, c'est pas exactement conforme, mais après tout ça ressemble. Donc si ça ressemble, allez, ça ira. Et puis de toute façon, c'est pas grave, c'est que pour 3 ans. Sauf qu'on parle des données de santé de beaucoup de gens, que les données de santé ce sont des données sensibles et que bien évidemment, ce n'est pas admissible. Et qu'on ne peut pas en rester là sur ce point. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été décidé de faire monter le recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais vous avez d'autres recours qui sont en cours sur ces sujets aussi. Vous avez notamment un recours du député Philippe Latombe. Vous avez tout un tas de choses. En fait, c'est un sujet qui est très général. Il y a des recours de Max Schrems qui sont également en cours de son côté. En fait, c'est un sujet qui est très général et qui vise, si vous voulez, pas tellement à vérifier si tel détail est conforme ou pas conforme. On n'est pas sur des sujets de conformité, on est sur des sujets d'équilibre des traités et d'égalité des armes d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Mais là, hormis ton point un peu exégète, où on dit le traité n'est pas équilibré, il pourrait accéder à nos données.
on n'a aucune preuve en fait qu'ils accèdent à nos données et qu'ils s'en servent. Bah, d'une part, si, on a quand même des situations où c'est arrivé. On a vu, bah, l'exemple le plus classique, c'est celui qui est cité par, comment s'appelle-t-il déjà son prénom? J'ai pas envie d'écorcher son nom. Petrucci. Ferrucci. Voilà. Qui était. Voilà, voilà, c'est ça, Frédéric, qui était un cadre important chez Alstom, qui s'est retrouvé arrêté, soumis à des questions, et qui est resté en prison pendant quelques années aux États-Unis, uniquement pour faire pression, avec visiblement dans son cas l'accès par les enquêteurs et les services américains à des données personnelles qui le concernaient. La question n'est pas de savoir si c'est possible, pas possible, s'il y a des exemples, pas des exemples. Enfin, pardon, la question est de savoir si c'est possible ou pas possible, ça c'est sûr. Mais la question n'est pas de savoir s'il y a des exemples ou pas des exemples, Oui, etc. mais est-ce que ce serait massifié cet accès à la donnée, par exemple? Peu importe. Je sais pas, par exemple, on a des éléments sur les activités du FISA, par exemple? On a assez. Non, faut pas l'aborder comme ça. En pratique, c'est vraiment une question de principe. Les gens qui vont se retrouver, l'un des problèmes, c'est que, à partir du moment, typiquement pour ce qui concerne le FISA, bah, si accès il y a lieu, peut-être vous le saurez jamais. Parce que vous avez une entreprise qui, tout d'un coup, va perdre un marché. On ne saura pas pourquoi elle perd le marché. Mais en fait, elle aura perdu le marché parce que son information aura été accédée d'une manière ou d'une autre. On aura un particulier qui tout d'un coup va se retrouver avec des difficultés pénales ou fiscales aux États-Unis et il ne saura pas exactement pourquoi non plus. C'est-à-dire que quand ça sera dans un cadre judiciaire, bien évidemment, dans ce cas-là, bon, au moins, ça se verra, mais dans un cadre judiciaire, de toute façon, aux États-Unis, on ne peut pas prétendre que les États-Unis n'ont pas une justice indépendante. Donc, ce n'est pas vraiment ce problème-là qui se pose. En revanche, tout ce qui est utilisation du FISA, tout ce qui va être sous le cadre du secret, c'est très compliqué de détecter le moment où ça va être utilisé. J'ai envie de dire, pourquoi s'en priver, en fait, si c'est possible? Il faut aussi comprendre que, concrètement, quand une demande de ce type est faite, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre au fur et à mesure où on fait ces recours, où on fait cet activisme judiciaire et où on commence à mieux comprendre concrètement ce qui se passe. Concrètement, ça ne va pas passer nécessairement par les patrons des boîtes. C'est une demande qui va être faite, on a besoin de telles données, il y a des... personne ne sera jamais au courant. Dans la boîte elle-même, imaginez chez Clever, si les services secrets français font une demande à Clever, Clever mettra bien évidemment ses moyens à disposition des services secrets français pour répondre dans la mesure des possibilités. Alors, c'est légal. On a déjà des relations avec eux. Voilà. On nous a déjà posé des questions. Ma réponse a toujours été, vous avez un papier du juge? Exactement. Mais s'ils ont un papier du si juge... vous n'avez pas de papier du juge... C'est une bonne journée. S'ils ont un papier du juge, bien évidemment, n'importe quelle société fera les choses. La différence, c'est qu'aux États-Unis, ce papier du juge indépendant, autonome et soumis à une forme de contrôle, eh bien, il n'est pas nécessaire dans le cadre du FISA. C'est tout ce qui fait la différence. Et à partir de là, j'avais des chiffres sur FISA qui étaient en plus relativement compliqués, non? Enfin, les chiffres que j'avais sur FISA, c'est qu'ils avaient eu 30 000 requêtes l'an dernier, qu'ils en avaient accepté 30 000, qu'ils en avaient rejeté 11. Pas 11 000, 11. Donc, c'est une chambre d'enregistrement, quoi. Oui, mais c'est pas gênant. Moi, ça me choque pas. C'est ce que je disais. C'est pour ça que les chiffres sont pas si. En France, on a la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle maintenant CNCTR. Je sais pas pourquoi CTR, mais bon. Bref, et c'est également des volumes similaires. C'est-à-dire que ce qui se passe quand on a une chambre de contrôle, eh ben, en fait, c'est qu'on fait des demandes qui sont légales. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander n'importe quoi à la chambre de contrôle. Moi, je ne mets pas en cause le caractère démocratique ou pas des États-Unis, ce n'est pas le sujet. Ce que je mets en cause, c'est le fait qu'en tant qu'Européens, on ne puisse pas se défendre dans une situation de ce type. Mais j'ai peu de doute que dans une démocratie normale, et c'est vrai en France, c'est vrai ailleurs, bah, si on met une chambre de contrôle en place, si on fait 100 demandes,
Si on sait qu'ils ont le pouvoir de dire non, et si on sait qu'ensuite ça risque d'être scruté, on va être attentif à faire des demandes qui vont être acceptées. On va se retenir, on va s'auto-censurer. Et je ne vais pas commencer à mettre sur écoute, je ne sais pas, le concurrent de mon beau-frère ou le voisin de mon adversaire politique. Quoique parfois, ça peut arriver. On a des exemples. Et du coup, c'est pas tellement, il ne s'agit pas d'un problème, c'est vraiment un problème, je dirais, entre l'Europe et les États-Unis. Et la Chine. Et ça va commencer à être un problème avec la Chine. C'est-à-dire que l'arrivée de DeepSeek change un peu la donne. C'est surtout l'arrivée des... En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que les États-Unis sont extrêmement protecteurs sur leur marché. C'est un marché qui est très difficile à pénétrer pour des entreprises européennes, alors que le marché européen est assez facile pour les entreprises américaines. Ce que les Américains n'avaient peut-être pas perçu, c'est qu'autant il est facile pour eux de mettre des barrières sur le marché américain aux États-Unis, autant sur ce qui est en train de devenir une espèce de marché américain en Europe, en réalité, tôt ou tard, les Chinois commencent à se dire, nous aussi, on peut vendre du service en Europe, et ils vont commencer à le faire. Et à partir du moment où ils commencent à le faire, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Ils sont capables de faire des choses qui fonctionnent, il n'y a pas de problème. Et on aura du coup le même problème avec les Chinois, avec cette fois-ci les Américains qui vont nous expliquer que non, vous ne pouvez pas travailler avec les Chinois parce que eux ne vous offrent pas les mêmes garanties que celles que vous auriez aux États-Unis. Sauf que précisément le problème, c'est qu'aux États-Unis, on n'a pas les garanties dont on devrait pouvoir disposer. Et dans ce cadre-là, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et sa série d'executive orders, est-ce qu'il y a quelque chose qui change la donne? Parce que j'ai cru comprendre qu'il avait été un peu bourrin sur certains points. Est-ce que ça nous offre un axe? À quoi tu penses précisément? Je sais pas, j'ai vu plein d'articles popés disant que Max Schrems disait c'est bon. Ah oui. Comment s'appelle ce traité? Le DPF est... Mais c'est assez caractéristique de cette décision du Conseil d'État, celle sur le HDH. C'est-à-dire que les juges sur ces questions ont quand même du mal à raisonner de façon vraiment principielle. Ils vont analyser les choses de façon contextuelle. Et c'est vrai que, au fond, le raisonnement qu'ils tiennent souvent, l'argument qu'on entend souvent, mais c'est pas si grave. Enfin, c'est les États-Unis, c'est Joe Biden, c'est des alliés. Arrêtez de chercher la petite bête, etc. Jusqu'au jour où c'est plus tant des alliés que ça et qu'ils veulent envahir le Groenland. Qu'ils rétablissent des règles strictes sur le FISA qui leur permettent d'agir de façon encore plus directe où on commence à se demander dans quelle mesure finalement puis ils font des saluts nazis aussi et donc ça rappelle des souvenirs à beaucoup de gens en Europe donc on commence peut-être aussi à réaliser que est-ce qu'on vraiment... Sauf que le problème, c'est qu'il aurait fallu prendre cette décision il y a 6 mois, il y a 1 an. Et donc maintenant, on est un peu contraint par les décisions précédentes, on est lancé dans des nouvelles procédures, dans des nouveaux dossiers. On peut espérer que précisément les juges du coup seront plus réactifs et peut-être verront. En fait, quand on met en place des garanties, c'est pas pour les écarter au principe que les responsables contre lesquels on devrait exercer ces garanties sont sympas ou qui partagent vos valeurs et vos idées. C'est pas parce qu'on est face à une démocratie sociale que cette démocratie sociale va le rester pendant 20 ans. Et c'est précisément ce qu'on est en train de voir maintenant. Et alors moi, tu veux dire que par exemple, ce serait choquant si je disais oui, elle a été violée, mais enfin bon, elle portait une jupe quand même vraiment très courte, et puis le mec était beau, donc bon. C'est un peu ça en fait, si tu y réfléchis bien. Non, je pense que justement là-dessus, c'est même pas la peine de chercher à, comment dire, on a des règles qui sont simples et il y a un constat qui est partagé par tout le monde. C'est bien ça. Et c'est pas que sa jupe est trop courte. On peut pas dire, du coup, on va pas respecter la loi sous prétexte que le mec d'en face est plutôt sympa. Pour moi, c'était ça le parallèle que je faisais. C'est malheureusement un peu le fond du raisonnement qui nous est proposé aujourd'hui. De la même façon que sur certains marchés publics, on vous explique que oui, bon, c'est vrai que le marché, il désigne un peu un acteur américain de façon pas si indirecte que ça, mais au fond,
Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que de toute façon, eux au moins ils peuvent faire le taf. Mais, enfin, c'est des raisonnements qu'on n'accepterait pas dans des secteurs comme l'agriculture, l'hôtellerie, le tourisme, la défense, etc. Mais dans le numérique, en Europe, pas qu'en France, en Europe, on a tendance à pas voir les choses, à pas vouloir faire respecter suffisamment cette égalité entre les deux rives de l'Atlantique. Il y a plein de raisons à ça, hein, et ça se traduit sur les échanges de données qui sont un sujet super important parce qu'à la fin, ça touche tout le monde, mais ça va se traduire sur beaucoup d'autres choses. Actuellement, au Danemark, un de leurs problèmes, c'est qu'ils viennent de réaliser aujourd'hui que si demain, vraiment, les annonces de Donald Trump, et après tout, Donald Trump, c'est quelqu'un en général qui fait ce qu'il dit, si les annonces de Donald Trump sur le Groenland se concrétisent, ben, tout d'un coup, plus aucune entreprise américaine ne pourra travailler avec le Danemark. Or, une bonne partie de leurs services fonctionnent sur des services américains. Et à ce moment-là, comment font-ils? Alors, ils vont trouver une solution, ils vont mitiger. Mais c'est ça la situation. Une situation, en réalité, où on crée une dépendance, et on le sait tous, et tout le monde en est convaincu ici, c'est que comme le numérique est au cœur de tout, cette dépendance, elle est générale. C'est une erreur stratégique de considérer le numérique comme si c'était le secteur des fleurs, et il n'y a rien de mal à bosser dans le secteur des fleurs, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le secteur de l'herboristerie, c'est le secteur central de l'économie européenne. Or, le numérique, ça l'est. Et c'est le secteur central de l'économie européenne, c'est le secteur central de l'économie américaine, au même niveau que l'énergie, ou peut-être même plus que l'énergie sous certains aspects. Et en ne voulant pas faire respecter cette égalité dans ce secteur, eh bien, on se met en danger de tout un tas d'autres façons. Et on met en danger les citoyens, dont aujourd'hui les magistrats français, donc, mais aussi les décideurs politiques américains, semblent considérer que finalement, il est normal qu'ils ne bénéficient pas de garanties si leurs données étaient utilisées de façon détournée par les Américains. Or, avec Donald Trump, est-ce que la question, c'est de savoir de 30 000 accès FISA, à combien on va passer d'ici un an ou deux? 60 000, 90 000, plus je ne sais pas. Aujourd'hui, quelle serait la recommandation que tu ferais aux gens dans la salle qui sont, je pense, plutôt sensibilisés à cette question-là, pour amener le sujet dans un débat positif? Quel serait ton conseil? Bah, j'ai envie de dire, c'est pas trop mon rôle. C'est ce que vous faites tous les jours, en fait. C'est de développer du logiciel, de le vendre, de trouver des partenaires avec qui bosser. En fait, c'est de continuer. Et puis surtout, d'exercer ses droits. La plupart des gens, le problème, c'est que les droits disparaissent en quelque sorte si on les exerce pas. Et tout le monde passe son temps à encourager à pas les. Là, par exemple, il y avait En clair, on trouve le moyen de coller une affaire au Conseil d'État tous les mois jusqu'à ce que les mecs apprennent leur leçon. Oui, mais pas que au Conseil d'État, c'est général. Là, par exemple, il y avait un marché public qui était passé dans le sud de la France qui mentionnait expressément la société Google. Bon, bah, ça, c'est pas normal, en fait. Ça a fait l'objet d'un peu de publicité. Les gens en ont parlé. À partir du moment où les gens en ont parlé, le marché a été retiré. Parfois, le simple fait de mettre les choses sur la table peut suffire. Parfois, ça ne suffit pas. Le gros souci, c'est que, et c'est un souci général dans l'activisme judiciaire, en fait, c'est que, bon, c'est toujours il y a toujours les diables dans le détail et tout, et il faut accepter d'y aller pour clarifier des points. Et donc pas forcément pour gagner à tout prix. Évidemment, il faut tout le temps essayer de gagner, c'est pas le sujet. Mais comme on essaie d'expliquer la situation à des tiers qui sont pas forcément sachants, qui sont pas forcément complètement au fait du sujet, et qui apprennent aussi au fur et à mesure des procédures, c'est important d'accepter que ils ont le droit de prendre des décisions qui sont pas les bonnes. La multiplication des procédures permet de générer de l'expertise chez les gens et donc de créer des sachants. Et donc c'est une bonne chose et c'est une bonne stratégie. C'est très bien résumé. D'accord. On va déjeuner? Ah ben avec plaisir. Et on te retrouve tout à l'heure pour parler droit de la concurrence avec Francesco. À plus tard. Bon appétit!